Merci. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Pastel FM. Nous allons rester ensemble pendant une heure où nous parlerons des révolutions arabes et plus particulièrement des femmes dans les révolutions arabes. Je m'appelle Sarah, donc je suis stagiaire à Pastel et parallèlement je fais partie d'une association, l'association des Tunisiens du nord de la France. Peut-être connaissez-vous déjà. Cette association organise cet après-midi à Lille, 84 rue des Célestines, à la cave des Célestines, un séminaire sur les printemps arabes et la question des droits des femmes. Alors nous avons invité 3 des 8 intervenantes à venir s'exprimer sur les ondes de Pastel FM pour vous donner un avant-goût de ce séminaire. Donc avant de vous présenter nos invités, je remercie bien sûr Ali Rani, Christian Lazaoui, Slimane Tir et Farouk de nous avoir accordé ce créneau pour vous présenter notre événement. Et je les remercie aussi du bel accueil qu'ils m'ont fait pour mon stage. Alors, chers auditeurs, nous allons donc rester ensemble pendant une petite heure entrecoupée des classiques de la musique arabe. Donc là, vous venez d'écouter Julia Boutros. Une petite heure pour vous présenter mes invités, 3 militantes féministes, dont 2 tunisiennes, Madame Saïda Garache et Madame Khadija Cherif, et une égyptienne, Madame Serenat Shafiq. Mais aussi le président de l'association des Tunisiens du nord de la France, Monsieur Hafed Hafez, à qui je vais d'abord donner la parole. Bonjour Hafed. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter d'abord brièvement l'association des Tunisiens du nord de la France et ensuite nous en dire un peu plus sur cet événement? Donc, pour l'association des Tunisiens du nord de la France, elle a été créée en 1993. Donc, c'est une émanation tout simplement de l'Union générale des étudiants de Tunisie, les comités provisoires. Donc, après avoir terminé nos études, on a décidé de se retrouver et de poursuivre la lutte. Donc, c'est une association qui a un côté plus ou moins convivial parce qu'on organise avec les familles, avec les Tunisiens qui sont restés ici, donc des soirées. Mais par contre aussi, on a un objectif fondamental, c'est poursuivre la lutte qu'on a commencé, qu'on a débuté quand nous étions jeunes au sein de l'Union générale des étudiants de Tunisie. Donc nos objectifs, c'est défendre ici en France, bien sûr, puisqu'on est actuellement en France, donc on est ici d'immigration, donc on défend ici en France, donc les populations ici d'immigration contre bien sûr les discriminations, contre le racisme, contre la xénophobie, d'accord, pour l'égalité des droits entre Français immigrés, pour l'égalité des droits entre hommes et femmes, d'où notre séminaire cet après-midi. Et puis de l'autre côté, puisqu'on est des 2 rives de la Méditerranée, on défend aussi les droits de l'homme en Tunisie. Donc on défend les droits de l'homme ici, mais de l'autre côté. Donc notre association, par exemple, je fais partie également de la Ligue des droits de l'homme ici à Lille, du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Je fais partie aussi de la Maison des droits de l'homme à Villeneuve-d'Ascq, donc on milite pour les droits de l'homme ici et en Tunisie, et ça on l'a fait depuis des années. Donc voilà, et le travail qu'on mène aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on organise des débats, des séminaires et des tables rondes sur soit les problèmes posés aux Français, aux étrangers ici d'immigration. Par exemple, on a fait pas mal de séminaires sur la discrimination à l'école, à l'emploi, à logement. On a fait pas mal aussi dans le cadre on a fait pas mal de conférences sur la laïcité et l'islam. On a fait plusieurs, on a fait 3 ou 4. Et ça, c'est ce qu'on va faire cet après-midi, entre dans ce cadre-là. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, pourquoi on a choisi le printemps arabe? D'ailleurs, les printemps, parce que il y a des gens qui disent le printemps, d'autres qui disent les printemps, parce qu'il y a eu, bien sûr, la révolution en Tunisie, là, en Égypte et dans d'autres pays. Et la question des droits de la femme, pourquoi? Parce que la femme, aujourd'hui, avec les révolutions, et surtout les révolutions dans le monde arabe, en l'occurrence en Tunisie, en Libye, en Égypte, voire même au Maroc, mais il n'y a pas eu de révolution, mais un élan, d'accord, qui provient, certes, des royaumes, donc je prends pas position ici, mais simplement, j'évoque, d'accord? Donc il y a la montée des religieux, des mouvements islamistes, voire salafistes, et ces mouvements remettent en cause les acquis de la femme, les droits, les quelques droits qu'elles ont, donc sont menacés. Donc c'est pourquoi nous organisons et nous donnons surtout la parole aux femmes, parce qu'on a convié 8 femmes, il n'y a aucun nombre, et c'est un choix délibéré. D'accord. Permettre et avec aux femmes, quelle autre association vous travaillez? Je travaille avec une autre association française qui s'appelle Femmes pour
Un autre monde. Et puis bon, il travaille sur les femmes. Donc certainement, nous poursuivrons par la suite le travail ensemble. Mais bon, nous donnons la parole aux femmes parce que je trouve que le combat des femmes est un combat juste pour l'égalité des droits, contre bien sûr toutes les formes d'obscurantisme qui arrivent là après. Parce que quand on a fait des révolutions, on attend à autre chose. Et on se retrouve aujourd'hui devant un dilemme. Donc on doit se battre de plus en plus, non simplement contre une dictature militaire ou policière, mais contre une dictature religieuse qui est beaucoup plus atroce, à mon avis. D'accord, merci Hafed. Bien, on va maintenant donner la parole à nos 3 intervenantes qui nous viennent de loin. On va commencer par vous, Madame Saïda Garache. Vous êtes arrivée hier soir de Tunis, alors à l'aéroport de Lille. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Pastel FM et nous expliquer un peu votre parcours, comment vous en êtes venue à militer au sein de l'association tunisienne des femmes démocrates? Merci et bonjour à tout le monde. Il m'est toujours difficile de parler de moi. Il est beaucoup facile de parler des idées et d'autres choses ou des autres, mais bon, je ne sais pas, disons rapidement, l'association, l'une des fondatrices de l'association est avec nous. Oui, donc Khadija Chérif. Voilà. À l'époque, quand on a commencé à parler en 85 de la nécessité de mettre en place et de créer cette association, l'association tunisienne des femmes démocrates, j'étais étudiante à l'époque, j'étais en première année de droit, et je me rappelle, je faisais partie d'un ensemble d'étudiantes qui ont décidé de soutenir cette initiative à l'extérieur de la fac en mettant en place à l'époque le comité des étudiantes démocrates. Donc c'était pour soutenir la démarche faite par les militantes en dehors de la fac afin d'avoir l'autorisation et de mettre en place l'association tunisienne des femmes démocrates. Donc le lien, il est un peu loin, quoi. Il remonte dans le temps. Après, bon, c'est vrai que c'est un projet auquel j'ai toujours donné beaucoup d'importance, dans lequel je me retrouve parfaitement en tant que militante, en tant que femme, en tant que féministe, en tant que quelqu'un qui espère voir le monde refait avec plus d'égalité dans tous ses sens et plus de justice dans tous ses sens, bien sûr avec une démocratie réelle et vraie. Et je pense aussi, je fais partie de ceux qui pensent que on ne peut pas ajourner la question d'égalité entre hommes et femmes sous n'importe quel prétexte. Et je pense que l'une des faiblesses du projet égalitaire dans nos sociétés par rapport aux femmes, par rapport à la situation des femmes dans le monde arabe et arabo-musulman, l'une des faiblesses, c'est qu'on a toujours reporté la question d'égalité sous prétexte de l'importance des libertés publiques, des libertés politiques, la question identitaire, l'une des choses qui a toujours laissé la porte ouverte devant l'émergence de tout autre discours hostile aux droits des femmes, que ce soit émanant de ceux qui sont au pouvoir, tel que l'exemple tunisien quand on parle du féminisme d'État, et que l'État ou le pouvoir en place accapare la question des femmes, et du coup il y a un rejet par rapport au reste de la population parce qu'on l'assimile au reste des défaillances du système politique, ou aussi ça a laissé la voie libre en termes de réaction devant ceux qui centralisaient leur discours en termes de droits des femmes par rapport à la question de religion. Et c'est ce qu'on subit en ce moment doublement en termes de régression par rapport aux droits des femmes. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu, quelles sont les activités de l'Association tunisienne des femmes démocrates? Est-ce que vous avez un site internet pour qu'on peut consulter? C'est-à-dire, c'était l'une de nos batailles à l'époque d'avoir un site, mais pour les restrictions et le contrôle pendant l'ère de Ben Ali, ça n'a jamais fonctionné. Pour une question technique, si même on l'héberge de l'extérieur, c'était toujours difficile de l'alimenter de l'intérieur. Maintenant, on a un site, je suis incapable de vous le dire directement sur Internet. Il me semble que c'est femmesdémocrates.org. Voilà. C'était la question piège. Ça, c'est le côté rénovation jeunesse apporté à l'association, mais sinon, l'association a toujours été présente. Et depuis sa création, depuis qu'elle était un mouvement de toutes les manières, et depuis sa création juridique,
Et ne serait-ce que sur la thématique de violence, on est les seuls jusqu'à maintenant, en tant qu'association, qui a un centre d'écoute et d'orientation juridique et psychologique des femmes victimes de violence. On était toujours présente dans toutes les batailles d'ordre socio-économique et politique dans le pays. Et aussi, on était les premières qui ont fait envoyer des militantes sur place à Kasserine, telle Sidi Bouzi Dergheb, pour l'enquête sur les meurtres et les assassinats, ainsi que tout type d'aberrations qui ont été commis pendant les jours les plus violents en termes de confrontation, avant même la Ligue, qui m'est très chère, la Ligue de l'homme, avant même la Commission nationale, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, on a toujours été présente par rapport à différentes thématiques concernant les étudiants, les jeunes, le logement des étudiants, les droits socio-économiques des femmes marginalisées, la question de démocratie, les élections. Et donc, c'est trop pour énumérer rapidement, brièvement. Merci Madame Saïda Garache. On va présenter aussi Madame Khadija Cherif parce que vous faites partie de la même association. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs de Pastel FM et nous expliquer aussi votre travail au sein de la FIDH? Merci de l'invitation. Bon, je vais essayer d'être rapide et comme Saïda, c'est toujours difficile de parler de soi, mais plutôt des idées et des contextes. En réalité, l'engagement a commencé dans les années 70, donc je suis pas de la même génération que Saïda, comme vous voyez. Et cet engagement s'est fait dans un contexte où on voyait que le régime de Bourguiba, après l'indépendance, s'imposait comme un régime autoritaire, le moins qu'on puisse dire, pour ne pas dire dictatorial. Disons autoritaire, où l'espace de liberté était très limité. Et du coup, cet engagement s'est fait au niveau, donc, et j'ai fait partie donc des jeunes de l'époque, surtout à la fin des années 70, pour défendre les libertés, pour défendre les droits des femmes, pour défendre les droits humains, les droits de l'homme. Et c'est comme ça que j'en suis venue, et j'étais étudiante bien sûr à cette époque-là en sociologie, donc c'était un peu mon itinéraire. J'ai commencé personnellement à m'engager d'abord à la Ligue des droits de l'homme, mais nous avons créé en tant qu'étudiante le club Tahar al-Haddad, le club de réflexion sur la question des femmes, puisque la question des femmes était une question confisquée par le pouvoir et ce qu'on a appelé, comme le disait si bien Saïd, le féminisme d'État. Et donc parallèlement, donc je me suis engagée à la Ligue et quand j'ai rejoint la Ligue et surtout au premier congrès au niveau national, on a créé la commission femmes. Et on militait parallèlement pour créer la TFD, l'Association des femmes démocrates, dont les prémices ont commencé avec le club Tahar al-Haddad au syndicat et ça s'est poursuivi. Et la question était en fait vraiment une question de problème de démocratie. La question démocratique était posée. Est-ce qu'on pouvait être un pays démocratique sans liberté, sans respect des droits humains et sans l'égalité homme-femme? Et donc, c'était un combat citoyen dans lequel on était nombreux à s'engager. Donc, les fondatrices de deux associations, l'Association tunisienne des femmes démocrates, puis l'AFTUR, l'Association des femmes pour la recherche et le développement, c'est-à-dire la recherche-action. Et les questions ont commencé à se poser, je dois le dire, par rapport à l'islam politique dès les années 85, avant que l'Association tunisienne des femmes démocrates ne voie le jour. Déjà au sein de la Ligue des droits de l'homme, il y avait un débat de fond sur les questions des valeurs universelles et des principes fondamentaux pour les droits humains et la question de l'islam. Et ça nous a poursuivis en réalité, même si je dois reconnaître qu'effectivement le mouvement islamiste a été réprimé, mais en même temps il constituait un vrai danger pour les démocrates et pour les militants pour la laïcité et pour les femmes que nous étions. Donc on était au moment de la création de la TFD, on était en même temps contre le régime qui a confisqué la question des femmes et on voulait prendre la parole, nous, en tant que femmes, pour ne pas que les hommes décident pour nous. Donc, c'était une approche difficile et on devait s'imposer, mais en même temps, on devait se battre contre ces forces rétrogrades qui commençaient à naître et à être visibles et qui avaient commencé par dire
à la remise en question du code du statut personnel de 56 en disant il est parachuté par le haut, c'est Bourguiba qui l'a imposé, la société tunisienne n'est pas prête, il faut un référendum. C'est Ranouchi. C'était Ranouchi et Mourou. Oui, Mourou. Les deux avaient posé ce problème. Les deux chefs de file, les deux fondateurs du mouvement MTI, le mouvement islamiste tunisien, qui aujourd'hui, qui aujourd'hui s'appelle, qui est au pouvoir, qui s'appelle Nahda, il a changé de nom. Donc c'est vous dire que le contexte était difficile. Donc le combat a continué. Malheureusement, avec le 7 novembre, les choses n'ont pas changé fondamentalement, bien au contraire. La répression, la tolérance des premiers mois, peut-être même de la première année, a été poursuivie et accompagnée d'une répression aveugle qui a fait que toutes les libertés étaient confisquées, qu'il y avait des difficultés, même si on était reconnu par ce régime de l'époque. L'association a été reconnue en 89. Nous avons eu les pires difficultés pour mener le combat, parce que là aussi, il y a une nouvelle confiscation qui a pris une nouvelle forme sur la question des femmes, qui était très instrumentalisée, et on vendait la Tunisie par l'image des femmes. Regardez les femmes modernes, la Tunisie est un pays moderne, et en réalité, ça a nourri pour moi, ça a nourri le repli identitaire, ça a nourri le rejet qu'on avait pour le régime, et cette dictature a fait que ça a porté plus préjudice aux femmes que ça l'a fait avancer, malgré quelques textes qui ont été remodelés et quelques acquis renforcés. Et donc et la Ligue des droits de l'homme était muselée. Je ne vais pas vous raconter la crise. On a créé le CNLT et je vais finir par la FIDH, donc le Conseil national des libertés, parce que la Ligue était bloquée, donc on s'est dit qu'on pouvait exprimer et revendiquer les libertés dans un autre espace, et donc je faisais partie de cette association aussi. Mais le Conseil national pour la liberté était aussi interdit, illégal par le régime, donc vous travaillez dans la clandestinité. Absolument, parce que le régime avait interdit toutes les associations, puisque la Ligue qui était autorisée était en procès régulièrement et ne pouvait pas avancer. L'association tunisienne des femmes démocrates et l'AFTUR avaient toutes les difficultés de travailler, elles étaient encerclées. Il y avait aussi les avocats, il y avait les amnisties, donc il y avait les journalistes qui avaient les mêmes difficultés. Mais moi, je parle des associations auxquelles j'ai appartenu. Et du coup, on a créé ce conseil qui a décidé de travailler dans la clandestinité et de s'imposer à partir d'un travail sur le terrain, mais à l'extérieur. Et c'est là où, si vous voulez, je vais terminer par ça, et c'est pas pour faire... c'est dire combien les militants tunisiens et militantes tunisiennes étaient vus de l'extérieur de façon très positive. Les trois associations auxquelles j'ai appartenu et auxquelles je continue à appartenir ont présenté ma candidature au congrès de la FIDH. Il y a 2 ans, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui regroupe 160 ligues à travers le monde, sa composition est unique dans son genre à travers le monde. C'est la seule organisation internationale qui a autant de membres et qui travaille en soutenant ses membres, qui accompagne ses membres. Et ça, c'est assez important. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sa présidente, pour la première fois, c'est une Tunisienne, donc qui vient du monde arabe, et c'est une femme. C'est la première. La FIDH a été créée dans les années 20. Donc vous imaginez. Donc c'est la première fois qu'une femme est à la tête de cette association internationale. Et quand on m'a proposé la candidature pour être secrétaire générale, j'ai dit oui. Bon, j'étais tentée, mais en même temps j'étais inquiète et je me suis dit jamais je ne passerai, parce que il y a déjà une femme et il y a déjà une Tunisienne et encore une secrétaire générale. Jamais. Et on était 5 secrétaires généraux à se présenter. Et sincèrement, c'est la fierté, pas pour moi, mais pour les militants et les militantes tunisiennes. J'ai été élue par les 300 membres du congrès et j'avais le plus grand nombre de voix. Et je me suis dit, c'était sous Ben Ali à cette époque, c'était pour moi une image forte qu'on envoyait au niveau international, au niveau des démocrates. Voilà ce que méritent les Tunisiens.
Et c'est comme ça que je suis à la fédération. Mais croyez-moi que maintenant, je veux rentrer, je veux militer encore sur le terrain tunisien parce que le contexte, comme l'a décrit Saïd, est compliqué et les enjeux sont énormes, surtout pour les femmes. Et on doit être sur le terrain et être vigilante pour avancer. Merci beaucoup, Madame Khadija Cherif. On a beaucoup de questions à vous poser sur la révolution arabe. On va finir les présentations avec Madame Serenat Shafir, qui est égyptienne, militante également. Bonjour, Madame Shafir. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Répudiation, femmes et mères en Égypte, loin des splendeurs pharaoniques, la terrible réalité. Vous êtes membre, je l'ai dit, du Manifeste des libertés. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous aussi, et nous expliquer ce que c'est le Manifeste des libertés? Alors, le Manifeste des libertés est une association qui a vu le jour pour un peu que les personnes d'origine arabe ou de culture musulmane puissent se retrouver autour de plusieurs thèmes contre la xénophobie, contre le sexisme, l'homophobie et l'antisémitisme. Et c'était très important que des Arabes laïcs puissent avoir la parole médiatique qui est confisquée en France par des représentants du religieux, comme si le fait d'être arabe était synonyme forcément de musulman. Or, mon identité à moi n'est pas forcément affiliée à une religion, ou du moins, c'est pas à mettre sur la voie publique. La religion doit rester dans la sphère privée. Et c'était notre combat. Donc, je suis également porte-parole des blessés de la révolution égyptienne et j'y tiens beaucoup parce que personne ne parle d'eux. Il est vrai qu'il y a une chape un peu de plomb sur ce qui se passe aujourd'hui en Égypte et qui est extrêmement dramatique. Et je suis membre d'une association toute jeune en France de soutien à la révolution et aux révolutionnaires en Égypte et qui s'appelle 25 janvier, la date du départ de la révolution égyptienne. Donc, que dire de plus que quand j'ai écrit ce livre, je venais de passer par une période extrêmement difficile où je me suis rendu compte que le fait d'être issu d'une famille intellectuelle, militante, ne nous épargnait pas, nous les femmes, d'être victimes du code du statut personnel, y compris en France. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai consacré presque toute ma vie pour défendre ma fille contre une excision qui était programmée, puisque selon la loi dite musulmane en Égypte, je ne pouvais pas partir de l'Égypte avec elle. Et puis, l'autre chose pour laquelle j'ai beaucoup milité, j'ai beaucoup écrit, c'était contre les conventions bilatérales, qui sont... Et il faut bien dire que la politique des affaires étrangères, d'ailleurs on l'appelle étrangère pour ne pas dire internationale, comme ça ne nous touche pas, a cautionné pendant des décennies et décennies tous les dictateurs qui sont en train de chuter aujourd'hui. Le fait de signer des conventions avec des chefs d'État illégitimes et des gouvernements illégitimés aujourd'hui par leur population, donner une caution internationale pour dire voilà, ce sont des gouverneurs comme d'autres, voire même des démocrates, puisqu'on peut signer et se mettre à la même table pour voilà. Ces conventions bilatérales sont surtout des conventions commerciales. Et puis la question de la coopération civile, on n'a jamais eu recours à discuter avec des femmes, des militantes, pour savoir qu'est-ce qu'on en met dedans. Donc on reconnaît aujourd'hui toutes les décisions de justice émanant de pays où l'égalité entre les hommes et les femmes ne sont pas reconnues juridiquement. Et ça, c'est un vrai problème pour la démocratie en général et en particulier en France, pays dit des droits de l'homme. Donc c'était un peu le sens de mon livre et le sens de mon engagement féministe, même si le fait de se retrouver en France, c'est parce que aussi je suis issue d'une famille extrêmement militante, où ma mère était féministe, s'est retrouvée en prison dans les années 80, juste 2-3 ans après l'arrivée de Moubarak, et donc il était impossible pour elle de pouvoir travailler en Égypte. Mon père ne pouvait plus, il est réalisateur, il ne pouvait plus faire des films, et donc on s'est retrouvés ici pour des raisons politiques.
D'accord, merci Madame Serena Chafir et merci à nos 3 intervenantes d'avoir répondu présentes pour s'exprimer sur les ondes de Pastel FM. On va peut-être faire une pause musicale, Farouk, parce que ces seules présentations ont été très riches. C'est les portraits de femmes combattantes et qui est justement le thème de notre séminaire qui se tient cet après-midi à la cave des Célestines, 84 rue des Célestines à Lille. Une petite pause musicale dans le ton. Fayrouz pour commencer ou non? Bon, on verra. À tout à l'heure. يا صاحب العرض الغربي فلسطين اتبنتك وصلت سفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام ما كان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة الثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي ظلمه الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارض تناديكم فشدوا على اياديكم وابوسوا الارض تحت نعالكم واقول انقيكم اناديكم فشدوا على اياديكم وابوسوا الارض تحت نعالكم واقول انقيكم يناديك سمعوا الخدر المعادي بيشد على الايادي للايادي مساعد محم الموت قلبه نابض بالصوت رافض السكوت وصاحب علم الصوت اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعاف الضعاف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تم الغدر بلحظة خرجت دموع بلحظة الشموع تتغطى الوداع هو الابقى اناديكم اشدوا على اياديكم وابوسوا الارض تحت نعالكم واقول انقيكم اناديكم اشدوا على اياديكم وابوسوا الارض تحت نعالكم واقول انقيكم احكي فيتوريو رمز السلام والحب رمز ايماني بالحق رمز ارادة الشعب احكي فيتوريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر زي فيتوريو اخي سلام عليك من كل اخ لديك اكتسبته بغزة احكي فيتوريو احنا إلنا اخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للابد انت فلسطيني فيك انت فلسطيني وانا اناديكم اشدوا على اياديكم وابوسوا الارض تحت نعالكم واقول انقيكم اناديكم 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 بتأسف الوطن من أجل دمك أخي ارقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي يا أخي أنت لم تمت أخي عشت بنص يا أخي لن تختفي يا أخي لا يتخلد اسمك في غزتي يا أخي اناديكم اشدوا على اياديكم وابوسوا الارض تحت نعالكم واقول انقيكم اناديكم. Merci Farouk, une très belle chanson sur la Révolution. On va poursuivre notre émission qui porte, pour ceux qui nous rejoignent, sur les printemps arabes et la question des droits des femmes, avec nos invités, Madame Saïda Garache, Madame Serena Chafir et Madame Khadija Cherif, toutes des militantes féministes. Cette émission souhaite donc vous donner un avant-goût du séminaire qui se tiendra cet après-midi à Lille, cave des Célestines, 84 rue des Célestines, à partir de 15h. Si vous avez, vous, auditeurs, des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas à appeler l'antenne de Pastel au 03 20 73 59 00.
Alors, on a tous suivi avec attention les événements qui ont bouleversé le monde arabe. Les premières manifestations à Tunis, avenue Habib Bourguiba, au rassemblement de la place Tahrir en Égypte. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre sentiment sur ces bouleversements que vous avez vécus et parce que vous l'avez observé sûrement plus que les autres, nous dire quelle était la place des femmes dans ces révoltes ou dans ces révolutions? Je ne sais pas quel nom il faut donner à cela. Madame Khadija Cherif, pour commencer alors. Ce que l'on peut constater, d'abord que ces révolutions ont fait naître l'espoir. On n'y croyait plus, on ne voyait pas le changement arriver. On était dans des sociétés bloquées, on le croyait du moins. Et comme quoi, l'espoir est toujours là et l'histoire est au rendez-vous. Et c'est les jeunes qu'on croyait dépolitisés dans toute la région. Je pense que c'est eux qui ont été les premiers à se révolter contre les injustices et qui ont occupé donc la rue. Et les femmes étaient aussi présentes que les hommes. Réellement, les révolutions, en tous les cas, si je parle des premières de la Tunisie et de l'Égypte, les manifestations étaient mixtes, les femmes étaient là, et d'ailleurs l'affiche vous l'a bien montré, l'affiche du séminaire de tout à l'heure, et les femmes sont partie prenante. D'abord, elles ont été partie prenante dans la résistance, dans tous les pays du monde arabe. Il y a eu la résistance réelle des femmes qui se sont organisées, des femmes qu'on appelle démocrates, laïques, etc. Et puis après l'investissement dans le mouvement, les jeunes, les filles étaient très présentes dans les réseaux sociaux, et elles ont occupé la rue et les femmes ont payé un prix fort dans les révolutions, même si je dois dire que il y a une différence entre ce qui s'est passé en Tunisie et ce qui se passe en Syrie aujourd'hui ou au Yémen il y a quelques mois. C'est une réalité. Mais les femmes, toutes les révolutions n'ont pas été mixtes. Il y a eu au Yémen, Bahreïn, etc. Les femmes étaient mises à l'écart, mais elles étaient présentes. Elles étaient là. Et puis, ce qui était formidable aussi, c'est que tous et toutes, d'une seule voix, ont appelé à la dignité, à la liberté, à la démocratie et à l'égalité. Et à la justice sociale. Donc, il y a une conscience quand même énorme des peuples pour remettre en cause... Maintenant, le problème se pose et je vais laisser la parole à mes amis. Le problème se pose, quel printemps pour les femmes? D'ailleurs, c'est un document que la FIDH a élaboré. Alors, la révolution est là. Si on prend le cas de la Tunisie, de l'Égypte, de la Libye, on voit que effectivement les régimes autoritaires et dictatoriaux sont tombés. Nous sommes dans une transition démocratique, si l'on peut dire. C'est vrai que le processus le plus abouti est celui de la Tunisie, mais en même temps, les enjeux sont énormes. Les risques pour les femmes sont énormes. La question des femmes devient centrale aujourd'hui et le combat continue. C'est-à-dire, il y a eu l'espoir, mais rien n'est concrétisé et il faut se battre encore pour réellement sauver les acquis des femmes et aller de l'avant. Madame Saïda Garage, vous voulez ajouter quelque chose peut-être sur la Tunisie? Oui, c'est juste donner un peu de concret, disons, par rapport à tout ce que Khadija venait de dire sur la participation des jeunes et des femmes. Et je tiens à le mentionner. En 2007, le premier blog sur Internet qui a été créé pour dénoncer la politique de répression de Ben Ali par rapport à tout ce qui est censure des médias et ainsi de suite, c'est une jeune fille qui l'a fait, tunisienne, qui est Lina Benmhenni. 2008, le premier jeune qui a commencé à parler des événements du bassin minier en 2008, et que suite à ces publications par rapport au bassin minier, si vous vous rappelez, il y a eu l'arrestation du Facebook en Tunisie, qu'après c'est le président de la République à l'époque, Ben Ali, qui a pris une décision de laisser cet espace ouvert aux jeunes, car au bout de 24 heures, il y a eu plus que 18 000 signatures des jeunes qui dénonçaient la fermeture de l'espace de Facebook. Il était connu sous le nom de perturbateur, c'est Ramadan, il s'appelle Ramadan, un jeune de Gafsa.
D'accord? En 2009, première arrestation des internautes, jeunes internautes, c'est Fatma Arabica qui s'appelle Fatma Riahi en 2009, suite à ses publications qui dénonçaient la politique de Ben Ali et la répression sur Facebook. Une semaine avant le départ de Ben Ali, le jeune Sofiane El-Haj, qui s'appelait Kaloucha, le faux nom ou le pseudonom sur Internet, qui a été distingué par ses publications et ses informations sur Facebook. Donc c'est juste pour dire, vous voyez, c'est par hasard et c'est la parité. Ouais. Et tous ces jeunes avaient moins de 30 ans. C'est la vingtaine, quoi, qui était très actif sur cet espace virtuel et que l'espace virtuel a joué un rôle extraordinaire par rapport à la révolution tunisienne, étant donné qu'un espace était considéré et utilisé comme espace d'échange et d'organisation même des manifestations et de contestations, chose qui n'était pas possible dans les espaces réels étant donné la répression et la confiscation de tout espace public. Et je me rappelle, moi, pendant la période de révolution, tous les mots d'ordre, toutes les consignes pour déstabiliser les flics, pour faire face à lacrymogène. Les recettes, les petites recettes de citron, de Coca-Cola, du lait, venaient dans des messages privés sur Facebook. Les mots d'ordre s'organisaient sur Facebook. Les consignes de sortir à la fois de plusieurs coins en même temps, sous-groupes de 50, 60, pour disperser les forces de l'ordre, venaient sur le Facebook. Ça a continué même après le 14 janvier, même après le 23 octobre. Ce qui est impressionnant aussi, les premiers mots d'ordre pour les manifestations telles de 20 mars, telles que celle du 9 avril, telles que celle qui a précédé, celle qui a précédé la première réunion de l'Assemblée constituante, une mobilisation extrême, si vous vous rappelez, pour rappeler aux députés, aux élus de respecter les acquis des femmes tunisiennes et de la société tunisienne. Et c'était un mardi, j'ai oublié la date, mais c'était un mardi devant l'Assemblée constituante où il y avait tout d'un coup presque 8000, en majorité écrasante, femmes et jeunes, qui voulaient rappeler aux députés, aux élus que même si majoritairement et légalement c'est eux qui ont l'obligation et le devoir et le pouvoir de réécrire la constitution tunisienne, mais sauf que ils n'ont pas la possibilité de tourner le dos aux acquis de la société tunisienne et aux droits des femmes et des jeunes. Donc c'était extraordinaire et ils ont rappelé que le vrai jeu de pouvoir, le vrai rapport de force, c'est pas à l'intérieur mais c'est à l'extérieur. Ce qui a, à mon avis, réussi jusqu'à maintenant à faire persuader ces forces légitimement, entre guillemets, légalement élues, mais qui tentent à remettre en question les droits des femmes essentiellement, et c'est ce qui explique tout ce, disons, je trouve pas facilement les mots en français, désolé parce que mais disons tout ce va-et-vient en rapport de force. Donc avec tout ce qui se passe, moi je suis très inquiète, c'est vrai. J'essaie de m'accrocher à l'espoir, c'est vrai, il y a des moments où on dit où on va, où c'est pas possible, où on va, parce que la participation des femmes, je parle surtout de la Tunisie, historiquement, elle est de taille et très significative depuis même la première constituante, en 56, quand on a élu la première constituante, les femmes se manifestaient à l'extérieur pour exiger à ce qu'elles soient associées. Parce qu'à l'époque, la première loi électorale ne permettait pas aux femmes ni de se présenter ni de voter. Hein. Et ça a été introduit dans la Constitution après connue sous le nom de la Constitution de 59. Ces mêmes femmes, disons, dans la continuité historique, restent mobilisées après les élections de 23 octobre pour rappeler qu'il n'en est pas question de revenir sur ces acquis, mais au contraire, on demande de la consolider. D'ailleurs, un petit regard sur les manifestations, ce que soit pendant la Révolution, les noms des femmes qui se répétaient, qui circulaient en termes de répression ou participation. Moi, j'ai un ami journaliste égyptien me dit, vous êtes un phénomène, les Tunisiennes. C'est pas juste une ou deux, c'est un phénomène, c'est une vague, on a plusieurs noms que tout le monde connaît, quoi, par leur contribution et activisme. Donc, les manifestations qui continuent à se faire en Tunisie en ce moment par rapport à ces questions, en majorité, et il y a des témoins, hier, l'un des amis tunisiens qui a été le 1er mai là-bas, j'ai lui dit, est-ce que tu as constaté que la majorité des présents sont des femmes et des jeunes? Il m'a dit oui, c'était impressionnant. Donc il reste éveillé, mobilisé.
Malheureusement, disons politiquement, le discours politique en ce moment de la part de ceux qui gouvernent, qui se considèrent majoritaires, il n'est pas rassurant du tout. Hein. Qu'est-ce qu'on offre, par exemple, comme discours, comme promesse, comme alternative par rapport à Nahda sur la question femmes? Il y a la polygamie, il y a le retour sur la loi de l'adoption pour faire la kafala, la reconnaissance des enfants nés hors mariage, et aussi à renégocier avec eux. Il y a là, un mot que j'ai toujours un mal à l'exprimer correctement parce que le niqab et tout ça. Donc, vraiment, c'est ce qu'on offre comme offre politique dans le discours de Nahda en ce moment aux femmes tunisiennes. Non seulement ça, la police, pendant le 7 et le 9 avril, les deux manifestations, le 7 c'était la manifestation des jeunes diplômés chômeurs, que statistiquement, les jeunes diplômés chômeurs, c'est 60% sont des filles. Statistiquement, plus que 60% des étudiants dans les facs tunisiennes sont des filles. Statistiquement parlant aussi, dans la fonction publique, presque 60% sont des femmes qui ont moins de 35 ans. Statistiquement aussi parlant, les femmes dans le secteur textile et les 3/4, statistiquement parlant, 70% sont des femmes dans le secteur de l'enseignement, dans ces trois catégories, et la santé. C'est des secteurs qui se féminisent davantage. Donc, le 7 avril, la police, elle a visé la présence des femmes, des filles dans cette manifestation. Les coups qu'elles ont reçus, c'est sur la tête et le bas-ventre. Ces têtes qui réfléchissent, il faut pas qu'elles enfantent. Donc, il faut pas qu'elles continuent à exister. Et moi, je trouve très grave et très symbolique. Le 9 avril aussi, les passages au tabac étaient très ciblés. Des militants et des militantes. Et le type de tabac, c'est-à-dire les coups qu'on inflige quand on tabasse, surtout les femmes, c'est toujours la même chose. C'est la tête, c'est des coins du corps bien déterminés. Donc, moi, malheureusement, je laisse rien passer comme ça. Je cherche, pour moi, il n'y a rien qui est comme ça, spontané, qui vient de quoi, si ce n'est pas réfléchi. Je trouve que ce qui se passe très alarmant, tout en sachant que l'exemple tunisien a toujours été remis en question par le reste de la région, politiquement parlant et culturellement parlant, et que ça a pris des années pour le détruire à travers les chaînes télévisées qui viennent des pays du Golfe, ainsi de suite, que maintenant, ce n'est plus une attaque de l'extérieur, c'est à l'intérieur même qu'on essaie de détruire ce modèle. Bien évidemment, au centre de ce modèle, les droits des femmes. Bien, merci. On va poursuivre sur le sujet après, mais d'abord, Madame Serena Tchafir, est-ce que vous pouvez... Alors, je vais commencer d'abord par contester un terme, si vous me permettez. Si je peux dire et je peux penser que la Tunisie est dans une période de transition démocratique qui connaît des bas et des hauts, qui connaît des avancées et des reculs, l'Égypte, on n'en est pas encore là. Nous sommes encore dans les premières phases du processus révolutionnaire. Et je m'entends, une révolution qui s'organise, en même temps s'organise la contre-révolution. Et c'est ce qui est en train de se faire en Égypte. Il faut juste savoir que nous avons le Conseil suprême des forces armées qui dirige toujours l'État, que la constitution actuelle ne permettrait pas, lors des élections dans les quelques jours qui vont venir, que le président ait aucun pouvoir réel. Et donc nous sommes dans quelque chose, dans une révolution confisquée. Pour ce qui est du rôle des femmes, moi je me souviens que j'étais devant Facebook le 18 janvier et que j'ai vu le premier appel à la révolution pour la date du 25. Et on n'y croyait pas. Enfin, nous, les personnes de la quarantaine, voire les plus vieux, on n'y croyait pas. Parce que l'Égypte, non, c'est un pays d'analphabètes, c'est un pays tellement pauvre qu'ils ont peur, c'est un pays où il n'y a pas de conscience politique. De toute façon, comme on n'avait pas non plus des formations politiques dignes qui pouvaient vraiment proposer quelque chose, jamais on a pensé que la jeunesse pouvait jouer un rôle.
Sauf qu'on a oublié une donnée essentielle, c'est que 60% de la population égyptienne a moins de 30 ans. Et que cette force-là, et surtout les jeunes diplômés, qui ont rempli un contrat social, je me diplôme pour pouvoir m'en sortir et être mieux que mes parents, et que l'État ne leur offre rien au retour, voire ne leur offre que de la répression, ben ils se sont soulevés. Alors l'appel a été lancé par une femme, que je tiens à citer parce qu'il va falloir la soutenir aujourd'hui, c'est Asma Mahfouz, qui est poursuivie par les forces armées et ça, je trouve ça extrêmement intéressant que les 172 personnalités, symboles de la révolution égyptienne, dont Al-Aswani bien connu en France, soient poursuivis pour incitation à la chute du régime. Eh bien, j'ai envie de leur dire, moi aussi je vais me présenter, parce que moi aussi j'ai incité à la chute du régime, et que c'est un honneur que nous avons eu. Donc, moi, ça, le 18 janvier, j'ai vu l'appel, j'y ai pas cru. Et puis le 25, je vois quelque chose, des images un peu comme la Tunisie. Et tout de suite, je décide avec ma fille qui a 20 ans de prendre des billets d'avion et d'aller, nous aussi, Place Tahrir. Et donc, c'est ce qu'on a fait parce que c'était insupportable de participer à travers les images à une révolution attendue depuis 60 ans. Et justement, comment ça s'organisait sur la place Tahrir? Alors, la place Tahrir, c'est ce qui a beaucoup fait peur, je crois, aux militaires et au régime, aux suppôts du régime, c'est que la place Tahrir, et ça on l'a jamais dit assez, était un espace d'autogestion. Ça veut dire, ils ont retiré les forces de l'ordre, laissant les manifestants sous la menace des casseurs payés, mercenaires payés, qui avaient des armes blanches. Vous avez vu les images avec les chameaux, avec tout ça. Tout ça, c'était programmé et les forces de l'ordre se sont retirées. Et donc, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont fait des comités populaires de sécurité. Il y a eu des menaces sur les églises pour essayer de déclencher une guerre confessionnelle. Ben, ce sont les révolutionnaires qui ont assuré la sécurité des églises. Et quand je dis les révolutionnaires, c'était les femmes et les hommes, ou plus exactement les jeunes femmes et les jeunes hommes. Il y avait bien sûr des gens de la quarantaine, des gens de la cinquantaine, qui se sont rejoints après, parce qu'on n'y croyait plus. On était dans une sorte de... voilà, on était dans la frustration des années de militantisme qui ne donnaient jamais rien, des années de prison. On était épuisés aussi, voire on a quitté le pays. Et donc, ce sont ceux qui étaient sur place qui ont organisé les choses. Par contre, et là où je mets un bémol sur cette mixité, c'est que les femmes égyptiennes, les jeunes femmes égyptiennes, étaient place Tahrir comme symbole, parce que dans toutes les villes, il y avait une place Tahrir. Et donc, c'était un homme comme un autre. Ça veut dire qu'elles étaient un révolutionnaire et non pas une révolutionnaire. Elles ne portaient pas en elles des revendications propres. Elles étaient encore emprisonnées dans sa propre aliénation, dans les interdits sociétaux qui étaient faits autour de son corps, autour de ce que c'est être une femme ou pas. Les militantes féministes, Nawal Saadawi, malgré ses 82 ans, était place Tahrir assise et faisait des comités de discussion avec les jeunes. Mais les jeunes avaient beaucoup à apprendre. Moi, quand j'y étais, j'ai contribué un peu aussi, puisque je leur ai posé la question, savez-vous, jeunes hommes et jeunes femmes, en 1924, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Non. Connaissez-vous le nom de Hoda Sha'arawi? Non. Et donc j'ai dû leur raconter qu'en 1924, tout en menant les deux luttes ensemble, ce qui n'est pas facile, on a combattu le colonialisme et en même temps, les femmes se sont organisées. C'était une première organisation qui s'appelait la Coalition des femmes égyptiennes, menée par Hoda Sha'arawi et d'autres, et qui ont manifesté dans les rues, qui ont ôté le voile, qui l'ont mis sous le pied et qui ont foulé le voile par le pied, réclamant le droit à l'instruction et le droit à l'égalité. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas transmis. Il y a un crime de non-transmission générationnelle qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse part de zéro.
Et comme elle n'a pas le temps, vu la répression, le fascisme, je peux parler carrément de fascisme, on a abattu la dictature, mais le fascisme est actuellement en place en Égypte, avec des militaires qui écrasent les manifestants et manifestantes avec les chars qui ont été acquittés Ils font hier. des tests de virginité pour Et font les C'est femmes scandaleux. arrêtées, et même récemment là, Ouais. à Abbasaya, le massacre de Abbasaya. Donc aujourd'hui, on sort d'un massacre pour parler d'un autre massacre. On n'a pas le temps de s'organiser pour défendre des prisonniers politiques, pour décider de... On est épuisé, c'est vrai, et on nous a fait une petite mascarade, parce qu'on aime beaucoup les feuilletons en Égypte, et donc on nous fabrique tout le temps, qui s'appelle les élections présidentielles, où on aura un président, comme on dit en arabe, tartour, ça veut dire qu'il n'aura aucun pouvoir, et il ne pourra décider de rien sans l'aval du SCAF, et à la tête du SCAF, c'est Tantawi, l'ami fidèle de Moubarak, depuis l'arrivée de Moubarak au pouvoir. D'accord, merci Madame Selena Chafir, merci à vous trois. On va peut-être faire une petite pause et puis on parlera après la pause musicale justement rapidement, oui, de la situation des femmes aujourd'hui.
merci Farouk pour cette très belle chanson de Fayrouz. Donc on va clore notre émission sur les printemps arabes et la question des droits des femmes avec nos 3 invités, donc Madame Saïda Garage, Madame Serena Chafiq, Madame Khadija Sherif. Et donc, pour clore cette émission, j'aimerais que vous nous parliez en fait de la situation des femmes aujourd'hui, après la Révolution, pendant la transition de régime. Qui veut commencer? J'ai du mal. J'ai du mal à résumer tout ça de toutes les manières. Hein? Rapidement. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire il y a des niveaux de toutes les manières. Pour les militantes, surtout les militantes féministes et les militantes femmes politiques, très visées, très harcelées, très menacées, carrément. Et donc, ça devient vraiment insupportable. Et c'est alimenté par les pouvoirs en place, parce que de toutes les manières, ils n'ont rien fait devant toutes les demandes et les appels afin qu'ils interviennent, qu'ils appliquent la loi. Ils sont, moi, je suis convaincue qu'ils sont derrière de toutes les manières. Bon, ça, toutes ces campagnes de diffamation, de lynchage et de discréditation des militantes. Ça, c'est une catégorie. La deuxième catégorie, je ne veux pas parler en termes de catégorie, mais disons un deuxième volet. C'est que devant la montée des salafistes, et moi j'ai eu des témoignages, c'est que j'ai une prof universitaire qui a suivi ses étudiants à la fac de Manouba pendant 5 ans, c'est-à-dire de la première année jusqu'au master. Elle m'a dit, il y a des étudiantes que j'ai connues qui étaient de gauche, qui commencent à mettre le voile en ce moment. J'ai lui dit, est-ce que économiquement elles appartiennent à des souches pauvres, défavorisées? Elle m'a dit oui. Donc, c'est-à-dire que dans ces milieux, disons, défavorisés économiquement et socialement, et on a reçu plein de témoignages, il y a toute une campagne ou une sorte de forcing d'obliger les femmes et les filles à porter le voile, si ce n'est le niqab, tout dépend des milieux familiaux. Et j'ai eu un témoignage, une me disait, je peux toujours négocier avec mon père ou ma mère, mais avec le frère c'est toujours difficile, parce qu'il fait toujours et rapidement recours à la violence physique. Et pour elle, pour continuer à sortir dans l'espace public, continuer à étudier, elle accepte la contrainte de se voiler ou de porter une niqab. C'est-à-dire, c'est très compliqué. L'autre volet, ces femmes qui travaillent économiquement ont besoin de continuer à travailler, qui appartiennent à des quartiers comme ça, qui commencent à se construire sous forme de ghetto, carrément, maîtrisés par les salafistes essentiellement et les extrémistes religieux en complicité, du moment où pour moi les autorités n'interviennent pas pour protéger, pour appliquer la loi et laissent passer des choses pareilles, c'est qu'ils sont en complicité, agissante carrément. Encore, c'est-à-dire ces batailles que mènent les femmes tous les jours pour rester dans l'espace public intègre physiquement, carrément, intact moralement aussi, sans être harcelé ou violenté ou dénigré d'une manière ou d'une autre. C'est noir comme tableau, malheureusement, mais en parallèle, il y a toute une dynamique associative et citoyenne où les femmes tunisiennes sont en train de s'organiser tant bien que mal. Malheureusement, je pense les réponses politiques en termes de propositions organisationnelles de la part des partis, elle n'est pas encore à la hauteur de ce que souhaitaient ces femmes et ces jeunes et ces gens donc, qui adhèrent massivement et pleinement à une dynamique citoyenne à travers l'auto-organisation dans des associations qui interviennent dans tous ces domaines, qui restent mobilisés, qui répondent à chaque fois où il y a un appel d'investir la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord, on sera toujours là comme on a fait partir Ben Ali, on n'acceptera en aucun cas qu'une nouvelle dictature, encore religieuse, s'installe, ça me donne de l'espoir. Je suis tout le temps, je balance entre ces deux sentiments instables et incapables de voir les choses d'une manière très claire, quoi. Justement, est-ce que brièvement vous pouvez nous expliquer la situation politique, économique et sociale de la Tunisie et où sont les femmes dans cette transition
Madame Khadija Cherif, peut-être. Je vais compléter rapidement. La transition, vous savez, comme il a été dit tout à l'heure, c'est vrai que ça ne se fait pas en un jour, ni en un an. Donc on est dans une période difficile. Les risques sont nombreux et les inquiétudes sont sérieuses. Mais à côté de ça, pourquoi la situation est difficile? Pour tout ce qu'a raconté Saïda pour les femmes, mais elle est difficile aussi parce que le nouveau gouvernement n'est pas à la hauteur de la situation, n'arrive pas à répondre aux besoins des gens, surtout sur le plan économique. Ce que l'on voit malheureusement chez eux, ils sont plus préoccupés à mettre en place le système, à maîtriser l'appareil de l'État, à placer leurs hommes, à faire les nominations, plutôt qu'à œuvrer pour répondre aux besoins urgents économiques. Et là, c'est inquiétant. C'est inquiétant à double tranchant. C'est inquiétant parce que ça alimente les révoltes et ça met le pays en situation difficile. C'est inquiétant aussi parce que certains disent, face aux revendications et aux manifestations, disent « Ah, vous ne laissez pas le gouvernement travailler », alors que c'est le contraire. Donc il faut un travail de fond et de proximité pour expliquer que c'est le gouvernement qui est responsable et qui est défaillant, ce n'est pas ceux qui manifestent pour réclamer leurs droits et répondre aux besoins surtout de survie. Les diplômés chômeurs, la question du bassin minier dont il a été question tout à l'heure, mais qui remonte à 2008, la question économique d'une manière générale, les investissements, etc. Donc ça, c'est un vrai problème. Le deuxième, Saïd l'a dit aussi, c'est vrai que les forces démocratiques n'arrivent pas à s'organiser pour proposer une alternative claire et s'imposer, les forces démocratiques de gauche, laïques, etc. Et ça, c'est problématique. Mais, et je termine pour faire vite, j'ai de l'espoir, je continue à avoir de l'espoir, parce qu'avec tout ce qu'il y a comme risque et toutes les violations dont il en a été question, nous avons vu le gouvernement et Nahda reculer grâce à la mobilisation des jeunes et des femmes. Sur la charia, pour ne pas être inscrite. Sur la polygamie, pour expliquer que c'est pas ce qu'il voulait dire. Sur le mariage coutumier, etc. Donc, sur les mères célibataires, il y a eu beaucoup de questions qui concernaient les femmes directement, qui ont inquiété, et face à la mobilisation, il y a eu un recul. Donc, je dis le dernier mot, mobilisons, soyons vigilantes, surtout les femmes, mais tous ensemble, les démocrates, de gauche, laïcs, etc., pour pouvoir faire ce passage avec plus de sérénité. Mais aujourd'hui, c'est un moment difficile. Merci, Madame Khadija Cherif. Madame Serena Tchafiq, est-ce que vous pouvez nous Alors, parler? moi, je vais paraître un tout petit peu plus désespérée, Voilà, peut-être. J'ai l'impression que c'est mon rôle aujourd'hui. Non, mais j'alterne aussi. Oui. J'alterne aussi. Quand je vois les mobilisations par milliers à certains moments voilà, contre la vraiment répression, là, j'ai espoir et je dis, personne n'a encore baissé les bras. Mais il est clair que aujourd'hui, pour les femmes, il y a un réel danger imminent, si ce n'est pas un danger avéré. Je m'explique. Nous avons toujours eu, depuis pas mal de temps, le code de famille le plus archaïque du monde arabe. Jusqu'à 2004, me semble-t-il, les femmes ne pouvaient pas quitter le territoire sans l'autorisation du mari. Elles ne pouvaient en aucun cas demander la séparation, la répudiation, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne divorce pas en Égypte. Ce qui est une sacrée différence, parce que qui dit divorce dit juge et attribution équitable de tout. Or, on répudie, c'est unilatéral. On avait une mesure en 2004 qui s'est ajoutée, qui a enlevé l'autorisation obligatoire du mari et qui a donné aux femmes ayant les moyens financiers. Ça veut dire quand même c'est une mesure qui concerne une certaine classe sociale et pas le commun des mortels. Et donc, qui pouvait payer sa répudiation à condition que l'homme accepte cette somme-là. Donc, bien sûr, vous voyez comment il profitait aussi financièrement. En même temps, elle le dédouanait, y compris de toutes sortes de pensions. Donc, c'était à ses détriments. Elle payait cher, économiquement parlant, sa liberté. Aujourd'hui, les frères musulmans et les salafistes, qui sont majoritaires à 60% au Parlement,
en dehors des propositions de loi qui concernent les femmes, ils ont fait une seule proposition de loi qui a été pour que les suppôts du pouvoir qui ont exercé le pouvoir dans les 10 dernières années ne puissent pas être éligibles. Ça a été refusé ça a été accepté mais pas appliqué par la commission électorale puisqu'on a 2 suppôts de l'ancien régime comme candidats aux élections. Donc c'est quand même un échec leur proposition en dehors des femmes. Ce qui se joue aujourd'hui au Parlement égyptien pour les femmes est extrêmement grave et en dehors du Parlement. Alors au Parlement, on discute de la fornication, de l'adieu. Il faut savoir qu'il y a une très grande tolérance en Égypte pour le viol conjugal du vivant de la femme. Aucun juge n'a jamais réprimandé un homme qui a exercé ce qu'il appelle son droit et qui est inscrit dans le code de famille comme étant le devoir conjugal. Donc, c'est quand même le viol légalisé. Après, là, on propose que l'homme puisse comment dire, je peux pas dire faire l'amour parce que c'est vraiment la mort, c'est pas l'amour, mais voilà, pouvoir avoir une activité, un rapport sexuel avec son épouse défunte dans les 6 heures après son décès. Et ce que moi j'appelle non seulement la nécrophilie, mais pire, c'est carrément le viol au-delà de la mort. Ça veut dire que la violence à l'encontre des femmes s'exerce même au-delà de la mort. Ce qui est extrêmement grave, pas seulement symboliquement, physiquement, on appelle ça du lynchage du corps, enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre dessus. L'autre, c'est la légalisation, ce que moi, je suis des fois direct, donc il faut me supporter. Ce que moi j'appellerais, comment rendre légale la pédophilie. Ça veut dire faire sauter l'âge minimum du mariage des filles, qui était 16 ans. Il est vrai que dans beaucoup de pays, de villages, on arrivait à payer le médecin une petite enveloppe et il marquait 16 ans pour toutes les filles, même celles qui avaient 12 ans. Mais c'était une pratique illégale. Aujourd'hui, on va rendre légale la pédophilie, puisque un homme pourra se marier, un homme de 60 ans pourra se marier avec une jeune fille de 9-10 ans. Puisque la proposition de loi, c'est d'abaisser l'âge du mariage à 10 ans. Donc, c'est extrêmement grave. L'autre chose qui est très grave, mais vraiment très grave, parce que c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre les jeunes filles, et c'est un crime contre leur devenir de femmes. C'est qu'on pratique aujourd'hui gratuitement l'excision, qu'on n'appelle pas en Égypte excision. Dans le monde arabe, on met l'appellation kheten. En Égypte, on dit tahara. Et symboliquement, c'est très important l'utilisation des mots, parce que tahara, ça veut dire purification. Ça veut dire que le corps des femmes n'est pas pur par essence, par naissance, et qu'il va falloir la mutiler pour la rendre pure. Et qu'est-ce qui rend impur le corps des femmes? C'est son désir, sa sexualité, sa féminité, son devenir de femme. Donc il va falloir, on va enlever tout ce qui va donner sens pour elle à un désir personnel, une appropriation de son corps. On va mettre ce corps-là dans la propriété collective et elle ne va être qu'une génitrice. Parce qu'elle n'aura plus que l'utérus. Et ça, c'est peut-être même un appel pour qu'il y ait une solidarité entre justement le mouvement féministe des peuples arabes pour dénoncer ça, parce que malheureusement on a des mouvements féministes un peu faiblards et qu'il a fallu juste il y a 1 mois pour qu'on entende parler un tout petit peu du harcèlement dans la rue. Pour moi, c'était pas la priorité absolue. La priorité, c'est quand même tout ce qui touche le corps d'une façon définitive et irrémédiable. Et puis voilà. Enfin, moi, je perds des fois les mots tellement j'ai de l'émotion à savoir que à l'heure où je parle, il y a des filles qui se font exciser. Et juste un chiffre pour terminer mon intervention là, c'est que
selon le ministère de la Santé égyptienne, 97% des fillettes sont excisées en Égypte. Selon les ONG, on est un tout petit peu plus optimiste et c'est 94%. Ça veut dire c'est énorme. Moi, par exemple, personnellement, je suis la seule non excisée sur 10 générations que je connais. Et donc, il va falloir que la violence s'arrête, quoi. Merci beaucoup. Il faudrait s'unir, peut-être unir les mouvements féministes entre pays arabes. Merci à vous toutes d'avoir répondu présente pour cette émission. Donc, Madame Serena Tchafik, franco-égyptienne, essayiste et membre du Manifeste des Libertés. Madame Khadija Cherif, franco-tunisienne, secrétaire générale de la... Tunisienne, pardon, je me suis trompée. Secrétaire générale de la FIDH. Madame Saïda Garage, tunisienne également, avocate et membre de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Vous interviendrez cet après-midi dans un séminaire portant sur les printemps arabes et la question des droits des femmes à la Cave des Célestines, 84 rue des Célestines à Lille. Les débats commencent à 15h et se terminent à 19h30. Suivra une soirée culturelle avec la présence d'une troupe de musique charabi. Nous vous invitons tous, chers auditeurs de Pastel, à venir. L'entrée est gratuite et le buffet est offert. Donc une première partie débat et une deuxième partie détente. Merci à Hafed, président de l'Association des Tunisiens du Nord de la France, d'avoir organisé ce séminaire en partenariat avec l'association Femmes pour